Bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on échange sur les traumatismes, les lois et les tabous au sein de la famille qui nous emprisonnent. Parce que souvent, quand on vient me voir pour une problématique, en fait, derrière, c'est souvent lié à ce thème-là. Donc, je vous propose qu'on s'intéresse d'abord à la structure de la famille, et après, on verra la condition de l'enfant dans la famille. Donc la famille, c'est une structure euh, qui est définie soit par des personnes qui sont ensemble par des liens de sang, voilà, une relation par lien de sang, ou par alliance, donc en général le mariage. Voilà. Et il faut voir que le mariage, c'est avant tout un acte euh, qui a pour but de créer une structure pour accueillir les enfants. Avant que ce soit amour ou quoi, c'est vraiment une structure juste pour dire, bah voilà, cet enfant, il va appartenir à ces deux personnes-là. Faut voir aussi que la notion de famille, elle dépend vraiment des cultures. Par exemple, il y a des cultures, il y a encore un ou deux siècles, en Amérique ou en Afrique, il n'y avait pas de notion de père. Le père n'existait pas et c'était les oncles, les tantes qui jouaient le rôle de famille et qui avaient l'autorité sur l'enfant. Et donc, c'est le socle de la société, c'est le lien qui est considéré le plus important, la famille. Par exemple, pendant le Covid, on pouvait faire des attestations pour voir des membres de notre famille. Mais on n'avait pas le droit de faire des attestations pour motif amical. Donc, tout comme l'État avait décrété les commerces essentiels des non essentiels, en fait, implicitement, étaient déclarées aussi les relations essentielles des relations non essentielles. Mais ça va encore plus loin, puisque il existe des exceptions au pénal si ça concerne des membres de notre famille. Par exemple, on a l'immunité familiale judiciaire. Et donc, l'État dit clairement qu'on a le droit de voler nos parents, nos grands-parents, nos enfants, nos conjoints, sans pouvoir être poursuivis au pénal. Donc, ils disent clairement, vos possessions, que ce soit entre ascendants et descendants, c'est pas nos affaires, c'est les affaires de la famille. Et c'est le vol, mais ça va aussi jusqu'à l'escroquerie et faire du chantage. Donc ça, c'est une immunité, le pénal n'y touche pas. Mais cette immunité, elle va aussi nous donner quelques exceptions. Par exemple, en France, si on a connaissance d'un crime, on a l'obligation pénale de le dénoncer. Mais si c'est quelqu'un de notre famille, et alors là, l'obligation elle disparaît. Pareil pour le recel de malfaiteurs. En France, on n'a pas le droit d'héberger ou cacher quelqu'un qu'on sait qui a commis des crimes. Mais si c'est quelqu'un de notre famille, à nouveau, on ne sera pas inquiété. Et le troisième, euh, en France, à nouveau, si on sait qu'un innocent va être condamné et qu'on a des informations pour l'innocenté, on a l'obligation de témoigner en sa faveur. Mais si ça impliquerait de témoigner contre quelqu'un de notre famille, eh bien on peut laisser l'innocent se faire emprisonner sans avoir le moindre problème. Donc, à travers ces lois inscrites dans le code pénal, l'État reconnaît vraiment qu'il y a des lois familiales qui sont même au-dessus de l'État et auxquelles on n'y touche pas et qui ont vraiment une très grande puissance. Donc, on va avoir le droit de faire des faux témoignages, tout ça, parce que c'est la famille. La famille, ça va aussi être la structure de développement de l'enfant. Donc c'est la famille qui va répondre aux besoins physiques, c'est la famille qui va le nourrir, qui va le loger, qui va l'habiller. Donc ça va répondre à tous les besoins physiques, mais aussi psychiques. Tous les besoins psychiques, ça va être répondu par la famille. Notamment, le plus important, c'est le besoin d'appartenance. Donc le besoin d'appartenance, c'est le besoin de se sentir faire partie d'un groupe, et c'est un groupe qui va pouvoir répondre à nos besoins euh, de l'ordre de l'identité. Donc ça va être par exemple pouvoir être soutenu, écouté, pouvoir s'exprimer, pouvoir être reconnu. Et ce groupe, euh, il va nous donner la preuve qu'on est quelqu'un qui existe en fait, et à travers ce groupe, on va se sentir exister.
Donc c'est vraiment un pilier de notre structure psychique, et dans notre société, c'est la famille qui y répond. Donc il y a vraiment un besoin d'avoir cette famille et d'appartenir à cette famille pour avoir la stabilité psychique. Ok. Est-ce que cette notion de besoin d'appartenance, elle est claire, ou vous avez des questions par rapport à ça? D'accord. En effet, la famille peut être défaillante, euh, mais l'enfant va quand même s'y accrocher. On va dire, l'enfant, il a besoin de s'accrocher à quelque chose, même si ce sont des parents toxiques ou une famille défaillante. Et on va quand même avoir ce besoin d'appartenance. Je vais vouloir être proche de ses parents parce que j'ai besoin d'eux, parce que sans eux, je suis rien. Je ne suis pas capable de me reconnaître en tant qu'individu. Il me faut des individus auxquels m'accrocher. Et même si ce sont des individus qui malheureusement me font mal, m'abusent, bah, je vais avoir tendance à m'y accrocher pour répondre à ce besoin psychique qui est essentiel pour la croissance, en fait. Alors, bah, les enfants abandonnés, ça va être particulier, mais en général, il va y avoir une institution, des éducateurs auxquels il va pouvoir s'accrocher. Et c'est sûr que si il change d'endroit, bah, ça va avoir un impact très fort sur son attachement et son besoin d'appartenance. Et ce besoin de sécurité et d'appartenance, il va se retrouver forcément en conflit à des moments avec bah, nos besoins d'enfants et nos besoins qui vont de plus en plus grandir au fur et à mesure que l'enfant grandit, qui vont rentrer en conflit en fait avec la structure familiale. Puisque bah, cet enfant, il peut avoir des désirs. Vas-y, entre. Donc cet enfant, il peut avoir des désirs qui n'ont pas du tout été prévus par la structure familiale. Dans cette famille, on a toujours fait comme ça, c'est interdit, et on a cet enfant qui pousse, qui a envie de faire différemment, et bah, qui va se retrouver en danger, en fait, à devoir choisir entre soit ses besoins individuels, soit son besoin d'appartenance et de sécurité avec la famille. Donc on va maintenant s'intéresser aux conditions de l'enfant au sein de la famille. Donc la famille, on ne choisit pas de l'intégrer, on est dedans, et on est dépendant d'eux pour le meilleur et pour le pire. Et cette dépendance, elle est totale au moins jusqu'à nos 16 premières années de notre vie. À partir de 16 ans, on peut demander à s'émanciper et donc sortir de la famille. Mais avant ça, à moins qu'il y ait vraiment eu des maltraitances vraiment reconnues, bah, on est complètement livré à nos parents et on n'a pas la décision sur l'école où on va, le cursus qu'on fait, là où on habite. Donc on est vraiment livré à eux pour la réponse de tous nos besoins. Mais ça va même encore plus loin. Ça peut aller même jusqu'au droit de vie et de mort sur nous, en fait. Puisque, par exemple, si on est malade, bah, c'est nos parents qui choisissent si on va au médecin ou pas, qui disent est-ce que c'est rien ou est-ce que c'est pas grave. Et si on y va, c'est eux qui choisissent bah, à quel stade de la maladie on y va aussi. Donc, on est complètement livré à eux pour notre survie. Par exemple aussi par rapport à la nourriture. C'est eux qui décident quelle quantité de nourriture on mange. C'est eux qui décident bah, quand est-ce qu'on mange, est-ce qu'on est privé ou pas, est-ce qu'on mange des choses qu'on aime ou pas. Donc, nous étions en train de parler qu'on était complètement dépendant de nos parents. Voilà, on a déjà parlé de la structure de la famille. Et que ça allait presque jusqu'au droit de vie et de mort sur nous. Voilà, par rapport aux besoins physiques, la nourriture, tout ça. Et qu'il y avait un droit de correction paternelle qui existait de 1804 à 1935. Et donc ce droit de correction paternelle, c'était bah, dans la loi, un père outragé pouvait demander sur simple demande au juge la détention pénitentiaire de ses enfants. Donc si l'enfant se rebellait par rapport à ses parents, il pouvait envoyer une lettre au juge et l'enfant, il allait en prison. Voilà, avec d'autres enfants. Et donc ça c'était de 1804 à 1935, et de 1935 à 1958, c'était plus le pénitencier, c'était une maison d'éducation surveillée. Bon, le terme a changé, mais en soi, ça n'avait pas vraiment changé. Et donc, par rapport à ce droit que
l'État soutenait que les parents ils font ce qu'ils veulent de leur enfant, j'ai trouvé un exemple d'une personne qui a vécu plusieurs années à Doulan et qui a subi ce droit de correction paternelle. Donc il s'agit d'Albertine Sarrazin, qui a écrit l'Astragale. Et donc, elle a passé un moment à la prison de Doulan. Mais avant ça, c'était une enfant studieuse. Voilà, elle est devenue une écrivaine, donc elle était une enfant modèle, elle avait différents prix académiques, mais son père, c'était un médecin militaire à la retraite, et il y avait vraiment un conflit de rébellion entre les deux. Et son père, il a envoyé voir un psychiatre. Le psychiatre a dit il n'y a pas de problème psychique. Par contre, si vous voulez, vous pouvez la faire enfermer. Et donc, adolescente, elle a fini à la maison surveillée de Marseille, qui avait par exemple pour particularité de vous priver de votre prénom. Quand vous y arriviez, vous deviez changer de nom et c'était le pénitent, enfin la maison d'éducation surveillée qui décidait. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, elle a commencé sa carrière clandestine. Donc, faut voir que pendant longtemps aussi, l'État soutenait complètement les parents, on va dire surtout avant le père, par rapport à ce droit de faire ce qu'ils veulent de leur enfant, y compris le mettre en prison, même s'il est innocent. Et donc, ces droits des parents à décider à peu près de ce qu'ils veulent faire de leur enfant, ils se retrouvent aussi souvent cautionnés par la société. On a des croyances bien ancrées que, par exemple, les parents, ils aiment forcément leur enfant, que les enfants doivent toujours obéir à leurs parents, et que ce qu'on décide pour eux, c'est forcément le meilleur pour eux. Alors que ce n'est pas forcément le cas. On a d'ailleurs l'article 371 du Code civil, qui est toujours d'actualité, qui a été installé en 1804, qui s'intitule « Tout enfant, peu importe son âge, doit respect et honneur envers ses parents ». Et donc, ça c'est le premier article de tout le chapitre du Code civil sur l'obéissance, sur l'obéissance des parents, sur comment les parents vont gérer leur relation à leur enfant. Et donc le premier article, c'est vraiment, avant tout, les devoirs de l'enfant, et c'est inconditionnellement, je dois respect et honneur envers mes parents, peu importe ce qu'ils font. Depuis, il y a eu d'autres articles, mais celui-là, on n'y a jamais touché. Et vous pourrez voir que cet article, bizarrement, il ressemble quand même fortement au 4e commandement. Tu honoreras ton père et ta mère. Pardon ? Ok, je ne savais pas, sinon tu mérites la mort. Merci pour la précision. Voilà. Donc, on voit que voilà, on a un article dans le Code civil qui est le texte, enfin le premier article, le socle, qui est en fait un copier-coller du 4e commandement. Et jamais personne y a touché, en fait. Mais donc, il faut voir que tous ces fonctionnements-là, ils sont très anciens sur comment est organisée la famille. Et donc la société, voilà, on a cet article, il date de 1804, mais le 4e commandement, c'est plus de 2000 ans. Et si ces deux, ils sont un copier-coller, c'est que entre-temps, ça devait plus ou moins être la même chose, voire pire. Oui, sûrement. Oui, par exemple, il y a eu des tirets rajoutés à l'article 371, où maintenant, c'est dit que non, la torture psychologique et physique, c'est pas un moyen d'éducation. C'est passé il y a quelques années, voilà, c'est bien, c'est super. Mais ça ne veut pas dire que dans les faits, ça change beaucoup. Mais je suis d'accord qu'il y a des évolutions. Ok, donc on a parlé des lois anciennes, du coup, qui étaient le fondement de notre société. Et maintenant, on va s'intéresser aux fonctionnements familiaux qui vont desservir l'enfant. Et donc, en premier, on va voir la stratégie de survie des parents. On va dire, tout individu, souvent, a des traumatismes dans sa vie et fait comme il peut pour les gérer. Et en général, il va développer des stratégies de survie plus ou moins fonctionnelles pour essayer de gérer ce traumatisme. Et vu qu'on a vu que les parents, en fait non, c'était pas des dieux, eux aussi, ils ont des traumatismes et des stratégies. Par exemple, l'alcoolisme d'un parent, en tant que stratégie d'anesthésie, elle va avoir des impacts pour tous les autres membres de la famille qui, eux, sont pas anesthésiés. Et donc,
la stratégie de survie d'un parent pour gérer son propre traumatisme, ça va générer de nouveaux traumatismes dans la famille. Et par exemple, cet enfant, il peut vivre de la négligence, que le parent, il a dépensé tout l'argent dans l'alcool, il n'y a plus d'argent pour manger, l'enfant, il n'a pas à manger, voilà. Ou il n'a pas d'affaires propres pour aller à l'école. Mais ça peut aussi être la terreur. L'enfant qui est toujours paniqué de savoir est-ce que son parent il sera en vie le lendemain ou pas. Ou ça peut être une terreur vécue à son corps défendant. Est-ce que je peux vraiment m'endormir sereinement dans mon lit, ou il n'y a pas le risque que mon parent s'endorme ivre-mort sur mon lit, qui se trompe et qui m'écrase. Donc il faut voir que ces stratégies, elles vont générer à nouveau des traumatismes chez l'enfant. On a aussi les secrets et les tabous qui vont nous affecter pendant notre croissance, mais aussi tout au long de notre vie d'adulte. Et donc, je disais, tout le monde a vécu des traumatismes. Ça peut être des décès prématurés, des membres de famille qui ont vécu la guerre, des ruptures qui se sont mal passées. Tout le monde a vécu des traumatismes. Par contre, tout le monde n'en parle pas forcément. Par exemple, ce qui s'est passé quand on était mobilisé pendant la guerre d'Algérie, on ne va pas forcément en parler. Ou l'inceste dans la famille, on ne va pas forcément en parler. Donc il y a des traumatismes qui sont invisibles et cachés. Et les raisons, ça peut aller de la honte d'avoir été victime jusqu'au besoin de cacher ses actes, ses crimes, afin qu'on ne soit pas inquiété par la justice. Ou de demander aux personnes de la famille qui sont au courant, de leur interdire d'en parler, pour pouvoir se protéger en tant que criminel. Et donc, on a vu que la famille, elle était essentielle pour la structure psychique de l'enfant, avec le besoin d'appartenance. Et il faut voir que ce besoin d'appartenance, il va aussi être influencé par les tabous. Et donc, ce besoin d'appartenance, il va modeler notre psyché selon le moule familial. Et donc, on va avoir des zones de notre psyché qui vont être inaccessibles parce qu'elles sont régies par le tabou familial. Donc il y a vraiment des choses qui sont inconscientes à l'intérieur de nous, auxquelles on n'a pas accès, et qui ont à voir avec ce besoin d'appartenance et le tabou qui est au-dessus. Est-ce que c'est clair, cette notion du tabou qu'on va hériter de notre famille, en fait? On hérite du tabou de notre famille parce que, en fait, si on n'a pas ce même tabou, on se retrouve faire partie un peu moins de notre famille, parce qu'on a quelque chose qu'on ne partage pas avec eux, et surtout si on fait des choses qui sont interdites, tabous, directement on va se faire juger, exclure, punir de la famille. Et donc ça c'est pas possible par rapport aux besoins d'appartenance, donc en général on va rester dans les tabous familiaux et on ne va pas y toucher parce qu'on a peur de menacer notre position dans la famille, et en général la position dans la famille c'est tout le monde partage le même tabou. Donc par exemple, si ma mère elle a subi des traumatismes sexuels à un moment dans sa vie, elle peut mettre la sexualité en tabou total. Et donc, par exemple, les enfants, ils héritent de ce tabou, et eux-mêmes dans leur vie, ils peuvent pas avoir conscience de la sexualité et de ses dangers, et pouvoir inconsciemment se retrouver à nouveau être une proie. Et ces tabous, ils vont aussi se caractériser par des actions et des inactions. Par exemple, pour cet exemple des traumatismes sexuels, dans la famille, la sexualité, ça peut être quelque chose qui n'existe pas. On n'en parle jamais, il n'y a aucune éducation sexuelle, non, on ne parle jamais. Et ça va générer des problèmes chez les enfants, ou ça peut être le contraire. La sexualité, par exemple, elle pourrait être parlée constamment, mais sous sa forme négative. Par exemple, on ne peut pas faire confiance aux hommes, tous les hommes c'est des violeurs, méfie-toi. Et donc, à nouveau, ça va créer un impact chez l'enfant, puisque même si il lui est rien arrivé, il va y avoir une main négative sur la sexualité, et en général, ça va même faire tendance que ce soit des prophéties qui se réalisent.
Et donc, bah, tu vas voir, tu pourras jamais faire confiance en quelqu'un, à un homme ou à la sexualité. Et bah, les expériences qu'on va avoir, elles vont avoir tendance à confirmer bah, les règles familiales qu'on nous a imposées. Et ça, à nouveau, c'est inconscient, mais il y a un côté, bon bah, je vis ce qu'on m'a dit, ce que mes parents m'ont prédit, et puis de toute façon, c'est la vérité, je ne peux pas la remettre en question. Et donc, bah, en fait, moi-même, je me mets dans des situations désagréables que j'ai pas envie de vivre et douloureuses. Et donc, bah, avec ces parties de notre psyché qui ne nous sont pas accessibles, on peut se retrouver à vivre des expériences euh, qui nous semblent inexplicables autrement. Euh, il y a une de mes patientes euh, qui m'a gentiment donné son accord pour que je parle d'une petite partie de son histoire par rapport au tabou, parce que je trouve que c'est vraiment très illustrant. Donc, elle a été une petite fille et elle s'est faite abandonner très jeune par ses parents. Sa mère, très tôt, bah, elle a accouché, elle s'est séparée de l'homme et elle allait faire sa vie ailleurs. Et le père, bah, il ne savait pas non plus trop s'occuper de cet enfant-là, et donc il l'a confié à ses propres parents. Donc cette petite fille, elle s'est fait élever par ses grands-parents, et bah, en fait, il y avait un tabou sur le lien familial qu'elle entretenait avec ses grands-parents. Donc cette petite fille, jusqu'à ses 7 ans, elle s'est fait élever quotidiennement par ses grands-parents, sans jamais savoir la nature du lien familial qu'elle avait avec eux. Parce que bah, il y avait un tabou total sur ça, et que la famille a jamais osé mettre de mots sur cette situation. Et donc l'enfant, bah, il ne pouvait pas non plus poser des questions, il n'avait pas accès aux mots, il ne pouvait pas conscientiser. Elle pouvait bien voir que bah oui, ils n'avaient pas le même âge, et puis que bah, son père, elle le voyait de temps en temps, même s'il avait fait sa vie ailleurs, il venait le voir de temps en temps. Elle savait qui était son père, mais elle était incapable de prendre conscience, voire même de poser la question, bah, qui sont ces deux personnes qui m'élèvent. Je sais qu'on partage le même nom de famille, mais j'ai pas accès à le lien familial qu'on a. Et ce tabou, il allait encore plus loin, puisqu'il y avait un tabou total aussi sur l'existence de sa mère. Donc sa mère, bah, elle avait juste pas voulu s'occuper de son enfant et faire sa vie ailleurs. Donc bah, la famille savait où elle avait déménagé, tout ça. Par contre, l'enfant, bah, elle savait pas son prénom, elle savait absolument rien de sa mère, ce qui lui était arrivé, quoi que ce soit. C'est comme, avant ses 7 ans, comme si elle avait jamais eu de mère. Alors que, bah, en effet, on se dit, a priori, bah, une mère, on en a forcément tous une. Donc il faut voir que le tabou faisait vraiment que des choses qui peuvent nous paraître logiques, bah, on ne peut pas les penser, on ne peut pas les questionner. Et c'est uniquement à ses 7 ans, quand il y a un oncle ou une tante de sa famille qui est venu et qui lui a montré une photo de sa mère et qui lui a dit comment elle s'appelait, qu'enfin elle a pu sortir du tabou. C'est quelqu'un d'extérieur qui a pu briser le tabou, et à partir de ce moment-là, bah, elle a pu se libérer, oser poser des questions sur bah, qui étaient ces deux personnes qui s'occupaient d'elle, qui étaient ses grands-parents. Et bah oui, j'ai une mère, et bah oui, en fait, j'aimerais bien pouvoir la rencontrer. Mais à nouveau, avant, c'était impossible pour elle de penser qu'elle avait une mère ou de s'autoriser le désir de la rencontrer. Dans ces situations, il faut bien noter que à aucun moment il y avait eu des menaces ou des interdictions qui ont été proférées. C'est pas, on n'avait pas le droit de parler de ça. C'est juste que bah, le sujet n'existe pas. Donc vu que le sujet n'existe pas, bah, l'enfant il avait absolument rien sur quoi se raccrocher pour poser des questions. Et on a vu, bah, justement, elle avait déjà été fragilisée parce que bah, elle a un père, mais le père ne s'occupait pas d'elle. Donc, elle ne pouvait pas prendre le risque de perdre bah, ces personnes qui s'occupent d'elle en essayant de briser le tabou. C'était impossible. Et bah, en plus à ça, voilà, il y avait l'atmosphère pesante, parce que forcément parler de la mère, bah, ça serait aborder des sujets que bah, en fait, les adultes de cette famille étaient absolument incapables d'aborder. Donc, les tabous familiaux, ce sont des forces souvent invisibles, mais d'une puissance gigantesque. Parce qu'en fait, des choses, des raisonnements, des actions qui peuvent nous sembler aller de soi, naturelles, pour quelqu'un qui n'est pas sous l'emprise de ce tabou, bah, si on est sous l'emprise de ce tabou, on ne va pas être en mesure de faire ces actions qui nous semblent naturelles, allant de soi. Et la plupart du temps, la force du tabou, elle est tellement grande qu'on va avoir besoin de quelqu'un d'autre pour nous en sortir.
On a vu dans cet exemple, c'était son oncle qui était moins impacté par le tabou familial, euh, mais ça peut être un ami ou un thérapeute. Donc en général, pour sortir des tabous, puisqu'on n'a pas accès à la conscience, bah, tout seul, on ne peut pas en sortir, c'est impossible. On ne peut pas réfléchir sur quelque chose qui est inaccessible. Donc on va forcément avoir besoin de quelqu'un d'extérieur qui n'a pas cette partie de la psyché bloquée, qui va pouvoir nous amener à la conscience, bah oui, il y a ça, mais c'est bloqué par rapport à l'histoire de la famille, par rapport aux besoins que, bah, à une époque, la famille c'était tout, c'était la vie, et la vie ça impliquait de dire oui au secret et de ne pas y toucher. Et donc, ces tabous, puisque c'est des zones auxquelles on n'a pas accès, bah, en général, adultes, on continue à les porter quand même. Et souvent, c'est à travers des situations qui vont faire mal, qu'on ne comprend pas, que ça va nous inviter à réfléchir et bah, en général à pouvoir chercher de l'aide et pouvoir prendre conscience de ces tabous-là. Est-ce que par rapport à cette notion de tabou, c'est clair? Ouais, super. Donc, on va passer maintenant aussi aux conditionnements familiaux. Donc, il faut voir que on va avoir tendance à penser comme nos parents, en fait. Et ça, c'est le phénomène de mimétisme. Et c'est ce qui fait que bah, on apprend naturellement à parler la même langue que nos parents. Et donc, on va aussi apprendre à penser pareillement qu'eux. Et il faut voir que on va souvent avoir l'illusion d'être la personne qui a créé ses pensées, mais en fait, souvent, elle se base bah, sur des pensées familiales, des lois familiales, des postulats familiaux. Et bah, on va souvent pas avoir le regard critique de se dire, bah, en fait, ces pensées-là, d'où elles viennent? C'est moi qui ai l'impression d'être l'auteur, mais est-ce que je ne fais pas que ressasser quelque chose qu'en fait, on m'a dit tellement de fois que bah, j'ai intégré comme naturel? Et donc, ces conditionnements familiaux, ils vont passer aussi par des incapacités à envisager des choix qui étaient inconnus par la famille, interdits ou honteux. Et donc, on va s'interdire des désirs parce que, bah, au sein de la famille, ce désir, il en était hors de question. Et donc, sans se rendre compte, à nouveau, on va avoir l'impression d'avoir un libre arbitre. Par exemple, bah oui, j'ai choisi ce métier-là, c'est moi qui ai choisi de signer pour ce métier-là. Mais en fait, j'ai pas vu qu'il y a plein d'autres métiers qui auraient pu me plaire, mais bah, ma famille trouve que c'est nul, ça n'a pas de valeur, c'est pas un vrai métier. Et donc, par défaut, bah, en fait, je les ai éliminés de mes choix. Et tout ça, ça va à nouveau être limité par le besoin d'amour, d'appartenance à notre famille. Et on parlait des désirs qui peuvent rentrer en conflit avec bah, la famille. On se retrouve par exemple à soit s'autoriser un désir, par exemple un travail qui déplaît à la famille, mais dans ce cas, bah, on s'éloigne de notre famille et bah, on prend le risque de subir du rejet, des choses qu'on préfère généralement éviter. Et il faut voir aussi que nos définitions et concepts, ils vont généralement être hérités de la famille aussi. Par exemple, on peut apprendre le mot cadeau à l'école, voilà, comment on le met dans une phrase, sa définition, mais bah, en général, au sein d'une même famille, ça n'a pas du tout la même définition. Pour une famille, un cadeau, ça peut être ce qui fait plaisir à l'autre. Un cadeau, ça peut être bah, ce dont j'ai plus besoin et bah, je préfère le donner à quelqu'un d'autre. Ce dont on n'a plus besoin aussi. Et donc, ça peut être des définitions différentes, que ce soit des cadeaux intéressés, désintéressés, par souvenirs émotifs ou cadeaux fonctionnels. Donc, il faut voir aussi que dans notre vocabulaire, on échange avec les gens, on croit avoir les mêmes définitions, mais en fonction de l'histoire de notre famille, bah, des fois, on n'a pas du tout la même définition. Par exemple, ça peut être aussi bah, être à l'heure. Pour des familles, ça ne va pas du tout être la même définition. Et en général, on va pouvoir se rendre compte bah, avec d'autres personnes issues d'autres familles, que ce qui nous semblait être de base la réalité pour tout le monde, bah, en fait, c'est pas du tout la même chose. Et donc, lorsqu'on est enfant, notre système familial, il représente notre monde, notre réalité, et on va avoir tendance aussi à penser en fonction de nos parents. Ah oui, j'aurais envie de faire ça, mais qu'est-ce qui va m'arriver à la maison? Qu'est-ce que vont dire mes parents? Et donc,
on a tendance à toujours prendre nos parents en termes de référentiel. Et ce référentiel, on va avoir tendance à le porter dans notre vie d'adulte, même si nos parents sont plus là pour nous punir ou nous récompenser, on a intégré que c'était le bien et le mal, et on va avoir envie de continuer adulte à agir pareillement. On va maintenant s'intéresser aux mécanismes au sein de la famille. Et donc, en mécanisme, on a la loyauté familiale. Donc la loyauté familiale, c'est une force très forte qui va faire que on va obéir à nos parents. On a vu que cette loyauté, elle est inscrite dans le Code civil, elle est inscrite dans la plupart des religions. L'enfant doit respect et honneur, il doit être loyal envers ses parents inconditionnellement. Et donc cette loyauté familiale, elle va avoir tendance à générer une obéissance aveugle de l'enfant envers ses parents. Parce que désobéir à ces règles familiales, ça revient à trahir notre famille. Et on a vu que l'enfant, non seulement il n'a pas le droit, la religion dit qu'on n'a pas le droit, l'État dit qu'on n'a pas le droit, mais en plus si on le fait, on se met en danger pour notre survie. Donc il va y vraiment avoir cette obéissance aveugle. Et ça devient vraiment problématique quand les règles familiales, elles sont, on va dire, on peut avoir des règles familiales saines, mais on peut avoir des familles où les règles familiales, elles sont malsaines, et on impose aux enfants des rôles malsains, et ça va générer après une tendance à avoir des comportements destructeurs et nocifs. Parce qu'on a appris à obéir aveuglément à ces lois, et ces lois, en général, elles ne sont pas à notre avantage. On a vu, c'est les parents qui ont le pouvoir, c'est les parents qui sont soutenus, et si on est dans des familles toxiques, en général, les parents ils vont abuser de ce pouvoir, et les lois familiales auxquelles on va obéir aveuglément, en général, c'est toujours à notre détriment. Et donc il y a nos désirs conscients d'un côté, et de l'autre, cette loyauté familiale. Et donc, à nouveau, on va se retrouver tiraillé entre les deux, entre le besoin et le devoir d'obéir à nos parents, ne pas leur désobéir, et en même temps, de vivre, d'être qui on a envie d'être, de s'autoriser à avoir des désirs qui ne sont pas forcément reconnus au sein de la famille. Et il faut voir que cette obéissance aveugle, elle ne relève pas forcément du libre arbitre. On peut se retrouver automatisé à répondre à ces injonctions. Par exemple, souvent au cours de la thérapie, on peut se retrouver en conflit avec d'un côté notre besoin de guérir de nos traumatismes et de l'autre notre obéissance envers nos parents. Et si on a eu des parents qui avaient des comportements toxiques, on ne peut pas faire les deux en même temps. Et donc, soit je reconnais que mon parent, il a fait des choses pas justes avec moi, qui m'a maltraité, qui m'a violenté, et alors là, je peux guérir. Mais si je suis encore trop attaché à mon parent, je vais m'interdire de guérir, parce que guérir, ça serait voir mon parent et me détacher de lui. Et cette loyauté, elle va même jusqu'à générer des émotions chez nous. Et ces émotions, ça va être les chaînes qui vont nous empêcher de bouger et qui vont nous retenir. Par exemple, en émotion, on peut avoir la honte, la culpabilité, ou même des comportements d'autosabotage. Et donc, souvent, on est conscient, oui, j'ai honte, oui, je me sens coupable, mais souvent, on a beaucoup de mal à vraiment aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière ces émotions-là, qui nous emprisonnent, qui nous clouent au sol. Et souvent, derrière se cache une loi familiale bien planquée et redoutable. Et donc, d'où l'importance d'investiguer nos émotions et nous dire, voilà, par exemple, je me sens honteux, je me sens coupable, et se demander, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est quoi la loi qui est derrière ? Est-ce que ça me fait penser à une loi familiale ? Et en s'exerçant un regard critique sur nos propres émotions, on va pouvoir petit à petit s'en distancier et reconnaître d'où elles viennent. Parce que sinon, on peut vite tomber dans des cercles vicieux où on est
on est bourré de honte et ça continue, ça continue. Et il y a vraiment un besoin de se dire, bon, j'ai honte, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai vraiment fait de mal? Et j'ai fait du mal, ok, mais selon quelle définition? On va pouvoir passer aux stratégies de survie personnelle. Donc on a vu que avec l'alcoolisme, les parents pouvaient avoir leur stratégie de survie, qui pouvait faire énormément de mal aux enfants. Mais il faut voir que les enfants, ce sont aussi des humains, et ils sont aussi capables de s'adapter. Et en général, pour gérer le milieu plus ou moins malsain, eux-mêmes, ils vont développer des stratégies de survie. Et on va donc se retrouver à nous-mêmes nous tordre, nous contorsionner, réprimer soi-même des parts de nous, des désirs. On va refouler des envies, des besoins de liberté, tout ça pour nous adapter, survivre et être le moins menacé par rapport à notre famille. Et donc, il y a ce que les parents peuvent nous faire, mais il y a ce qu'on va se faire nous-mêmes avec la situation. Ça peut aussi se caractériser par des situations de manque. Par exemple, il y a un exemple très répandu, c'est on vient me voir et on me dit moi j'ai jamais rien manqué avec mes parents. Voilà, la personne elle vient parce qu'elle faisait partie d'un couple et puis il dit moi j'ai jamais rien manqué de mes parents. Et en fait, souvent on peut poser la question est-ce que vous avez des souvenirs d'avoir déjà partagé des émotions avec vos parents? Et donc, souvent, c'est non. Et donc, on n'avait manqué de rien d'un point de vue matériel, mais en fait, d'un point de vue émotionnel, c'était le désert total. Il n'y avait absolument aucune communication des émotions. Et donc, forcément, l'enfant, il a vécu des carences énormes. Parce que tout enfant, il a besoin de pouvoir exprimer ses émotions pour apprendre à les gérer, à les mesurer. Et puis, des fois, il y a des choses de la vie, il n'est pas capable de gérer tout seul. Il a besoin d'un adulte pour l'aider. Et donc, tout ça, on se retrouve à l'avoir manqué, mais puisque c'était pas là et que c'était pas dans le fonctionnement familial, à nouveau, on peut avoir l'impression de jamais avoir manqué de ça. Alors qu'en fait, toute notre vie, on se travaille avec des carences affectives sans même en avoir conscience. Et toutes ces stratégies, elles vont continuer d'agir, même adultes, même si on voit plus nos parents, même s'ils sont décédés, même si on refait une famille à nous. Et souvent, dans notre famille, on peut avoir tendance à transporter ce qu'on a appris avec nos parents. Et donc, même si on aime nos enfants et on leur veut le meilleur, on ne se rend pas compte que on peut avoir des comportements qui sont néfastes envers nos enfants et qui sont simplement l'héritage de ce que nous-mêmes on a vécu. Et ces stratégies, elles vont aussi particulièrement nous empêcher de vivre. Puisqu'on a parlé, on se tord, on se contorsionne, on réprime des parts de nous. Et ça va avoir tendance que même adultes, ces parts-là, elles vont rester réprimées. On a caché des choses dans notre enfance, et c'est pas parce qu'on grandit que naturellement ça revient. Tant qu'on n'a pas refait le travail, qu'on n'est pas revenu sur les traumatismes, ça reste dans l'état. Et donc, souvent, on peut se retrouver partiellement aliéné à nous-mêmes. C'est qu'en fait, on est adulte, vivant, on a des désirs, mais en fait, il y a tout plein de désirs, ils ont été traumatisés dans l'enfance, et on n'a jamais osé y retoucher parce que ça impliquerait de revenir sur ces souffrances-là. Et dans ce cas de stratégie de survie, on peut avoir deux extrêmes. On peut avoir un effet de suradaptation. Donc on peut se retrouver d'une certaine manière à avoir dit oui à toutes les règles. Et donc en fait avoir un phénomène de coquille vide. En fait. C'est je suis vivant, je suis fonctionnel dans la société, mais tous mes désirs, j'ai appris à les oublier, à plus les sentir. Toute ma vie intérieure, j'ai vu que ça dérangeait le fonctionnement familial. J'ai appris à tout laisser ça de côté. Et donc, je me retrouve à être une machine. Et on va dire, ça, c'est le côté extrême de la suradaptation. C'est j'ai survécu au sein de ma famille, mais maintenant que je suis adulte, toutes les parts les plus précieuses de moi, elles sont enterrées et j'y ai pas accès. Et l'autre cas extrême, ça peut être un phénomène de refus complet de s'adapter au fonctionnement familial. Et donc, en général, ça va générer des impossibilités à communiquer avec le monde ou d'avoir des communications très dysfonctionnelles. Parce que pour se protéger de ces règles familiales, on a eu besoin d'établir un mur, une rupture, et donc en général ça passait par la communication. Et donc l'individu il a survécu à sa famille
d'une certaine manière, étant incapable de communiquer avec, en étant incapable de les écouter. Mais après, adulte, il va beaucoup souffrir parce que il va rencontrer des personnes qui ne sont pas forcément comme ses parents, mais puisqu'il aura renoncé à ses capacités de contact, il ne va pas pouvoir être en mesure d'échanger avec eux. Et donc, ces lois, croyances interdites, tabous, on a tendance à les reproduire adultes, mais on peut s'en libérer. Et pour ça, ça implique d'en prendre conscience. Parce qu'on a vu, en fait, il y a beaucoup de fonctionnements qui nous font souffrir, qui sont néfastes, qu'on fait par automatisme ou inconsciemment. Et il faut voir qu'en effet, c'est difficile de rejeter ou de travailler une croyance dont on n'est même pas conscient. Donc, il va y a vraiment avoir un besoin d'éclairage. Et en général, cet éclairage, on va avoir besoin de quelqu'un pour nous... Rien qu'une personne qui n'a pas vécu dans la même famille que nous, ça apporte déjà une plus-value énorme, puisque elle n'a pas, on a vu, pas les zones de sa psyché qui sont enclavées, et elle n'a pas eu la même histoire, les mêmes traumatismes. Donc on va vraiment avoir besoin d'autres personnes, voire des personnes expertes dans ça, pour pouvoir sortir et prendre conscience de, oui, en fait, j'ai ces croyances-là, qui, quand je les dis, en fait, j'ai pas du tout envie de les avoir, parce qu'elles me font énormément de mal, mais inconsciemment, je les avais encore, parce que j'avais besoin de les avoir pour survivre à ma famille. Et donc, ces croyances parentales, elles ont tendance à former le squelette de notre perception du monde, et une perception consciente et inconsciente. Donc ça vraiment, on a vu l'enfant, il a besoin de sa famille pour grandir, c'est la seule chose qu'on lui propose de vraiment concret pour grandir. Bon, il y a aussi l'école. Et donc c'est vraiment ce qui va établir le squelette. Et il faut voir que si nos parents, ils ont eu des comportements malsains ou toxiques, forcément ça va impacter ce squelette. Et en général, notre squelette, il va avoir tendance à être aussi tordu que ce qu'on lui a transmis. Soit par héritage, c'est-à-dire j'obéis à mes parents, ce qu'ils disent c'est la vérité, donc alors que la vérité pour eux c'est comme ça, je vais continuer à vivre comme ça, parce que c'est ce dans quoi j'ai baigné et je l'accepte. Soit par besoin de stratégie de survie. Si le parent m'impose d'être comme ça, mais moi que je veux pas, mais que je suis quand même dépendant des parents, je peux trouver une autre position qui me convient mieux. Mais à nouveau, je suis tordu aussi. Donc il faut voir que dans un cas ou dans l'autre, on se retrouve généralement tordu. Et puisque les parents ont le pouvoir, on n'a pas vraiment d'échappatoire de sortir sain et sauf en fait. Soit on hérite et on est tordu, soit on se protège et on se tord différemment. On va voir les règles qui sont exprimées. Donc par exemple, fais ça, fais pas ça. Et donc ça c'est pratique parce que on peut facilement s'en souvenir. On se souvient de ces règles-là, on les a entendues des milliers de fois, donc ça devient un peu plus facile de travailler dessus. Par contre, on va avoir des règles qui sont tacites, qui ne sont pas exprimées, mais qui sont très bien imprégnées. Par exemple, ça peut être tu ne dois jamais faire de la peine à tes parents. Ça peut être ne sois jamais plus heureuse que ta mère, qui a tant souffert. Ça peut être passe toujours Noël à la maison, sinon on fera une crise et ça voudrait dire que tu nous aimes pas. Ça peut être je voudrais pas que tu sois en vie, et donc là avoir clairement des comportements destructeurs envers soi. Et donc on voit que c'est des règles énormément puissantes, voire destructrices, mais qui en effet ne sont pas exprimées, tellement parce que c'est difficile de dire ces choses-là. Mais il faut voir que dans le fonctionnement familial, elles sont généralement toujours actives. Et il suffit de faire des pas de côté, faire différemment de ce qu'on faisait d'habitude pour être à coup sûr, voir une réaction de la famille. Et la réaction, ça peut être le rejet, c'est voilà, oh là, t'as touché à quelque chose qu'il fallait pas, on ne parle plus, c'est bon, tu nous énerves. Ou ça peut être carrément l'agression, comment tu as osé, moi qui t'aime tant, nanana. Et donc, c'est un bon moyen de savoir qu'on touche à ces règles inexprimées, ça va être des réactions violentes, soit par le rejet ou l'attaque.
Mais à nouveau, c'est pas parce qu'elles sont pas exprimées qu'elles dirigent pas nos vies. Et donc, il y a une importance à faire l'enquête dessus et se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas des règles, des fonctionnements familiaux qui en fait me font pas du tout du bien, je le fais par obligation, ça m'embête vraiment, et je m'autorise pas à agir autrement. Et derrière, je m'autorise pas à agir autrement, je sais très bien ce qui va se passer. Et ça, même encore adulte, on peut le redouter. Puisque même adulte, on tient à nos parents, tout ça, et on sait très bien ce qui va se passer, et on n'a pas envie. Parce que, enfant, on a très bien senti l'énergie qu'il y avait derrière si on n'obéissait pas à ces règles. Et derrière, c'était la peur de mourir ou d'être exclu. Et être exclu pour un enfant, c'est la même chose que de mourir. Et donc, on peut se libérer de ces règles destructrices qu'en faisant la lumière dessus. Et donc, voir ces fils invisibles qui dirigent nos vies. Donc on va pouvoir voir maintenant concrètement comment on peut faire pour mettre la lumière sur tout ça. Donc ça peut passer par s'occuper du passé. Donc c'est mener l'enquête sur une famille. Quelle a été mon histoire au sein de ma famille? Quels ont été mes traumatismes qui sont passés dans la famille ou à l'extérieur de la famille? Et comment ça a été géré par la famille? Parce que par exemple, il peut m'être arrivé quelque chose d'horrible en dehors de la famille, mais ma famille n'a pas voulu s'en occuper. Donc ça reste quand même quelque chose qui fait partie de la famille, à savoir la négligence ou l'incapacité à voir que j'ai subi ce traumatisme. Ça va pouvoir aussi examiner les secrets ou les zones d'ombre. Il y a souvent des histoires dans une famille, on a entendu, on ne sait jamais si c'est de la réalité ou si c'est une légende. Parce que y a des informations qui sont sorties, mais il a toujours manqué une date ou il a toujours manqué de quel prénom il s'agissait. Et donc, souvent, ça nous donne une piste de il y a sûrement un tabou derrière, et que ce tabou, même si c'était mes parents ou mes grands-parents, forcément, ça a eu un impact sur moi. Puisqu'on a vu, le besoin d'appartenance va transmettre une forme de psyché. Et donc, même s'il y a des choses qui sont passées auprès de mes grands-parents, même moi, enfant, j'en suis impacté, puisque mes parents, ils ont eu pour parents mes grands-parents. Ok. Donc, on peut aussi avoir un outil très, très important. Personnellement, moi, j'utilise dans presque toutes mes consultations, c'est le génogramme. Donc, en fait, le génogramme, c'est un arbre généalogique sur lequel on va rajouter des informations. Et ces informations, ça va être tous les événements marquants de la famille, donc les traumatismes, les ruptures, les décès, tout ça. Et ça va pouvoir nous permettre aussi de vérifier la cohérence des informations. Puisqu'on peut avoir telle information, il s'est passé ça en telle année, puis une autre, non, en fait, il s'est passé ça, et si on demande l'année, on voit que c'est impossible. Donc, vraiment poser sur le papier, avec les dates, tout ça, ça va nous permettre de repérer les zones d'ombre. Mais souvent, quand on essaie de faire le génogramme tout seul, on peut retrouver ces formes d'emprise qui vont nous empêcher de le faire ou de le faire correctement, voire carrément de complètement passer à côté d'informations, on va dire, d'informations qui sautent aux yeux. Et donc, il y a vraiment des informations qui peuvent sauter aux yeux, qu'on n'est pas capable de voir, et on va avoir besoin de quelqu'un d'autre qui objective et qui fasse « Ok, vous me dites ça, 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 très intéressant, mais ça et ça, ensemble, c'est impossible. » Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la version de la réalité? On peut aussi avoir les constellations familiales qui peuvent aider. Donc ça, c'est un outil puissant par rapport à la transmission des traumatismes au sein de la famille. Et en effet, des fois, il y a des cas où je suis obligé de passer par des constellations familiales pour débloquer, puisque c'est des histoires tellement horribles en général, et avec des personnes qui ont tellement vécu l'enfer qu'elles ne partageaient aucune information, qu'on va avoir besoin d'une constellation familiale pour obtenir des informations. Donc ça peut être aussi un moyen. Donc les constellations familiales, c'est un outil thérapeutique systémique. Donc le principe, c'est... on a déjà fait, moi, je vais vous
parler de comment je procède. Donc en général, il y a quelqu'un qui vient, voilà, on essaie de voir quelles sont les origines et les causes de ces problèmes. Des fois, ça peut avoir avec sa propre histoire, et des fois, il y a eu des tragédies tellement grandes dans la famille que, en fait, c'est directement lié à ça. Par exemple, des grosses tragédies dans les guerres, que ce soit Algérie, Seconde Guerre mondiale, ou des phénomènes d'inceste terribles. Voilà, souvent ça va être des choses tellement grosses que forcément, là c'est une histoire tellement grande, ça a un impact sur la vie de l'individu, et vu qu'il sait rien, il se retrouve complètement emprisonné de cette histoire familiale de personnes qui veulent rien dire, qui sont pas capables de dire, ou même qui sont décédées. Et donc la constellation familiale, à travers des personnes qui vont jouer le rôle de représentant, on va pouvoir essayer de reconstituer l'histoire afin de pouvoir comprendre ce qui a pu se passer et donc pouvoir débloquer les tabous, les nœuds, les interdits, les lois. Alors, dans ma pratique, on prend les membres de la famille qui nous intéressent. Mais on n'est pas obligé de ramener toute notre famille dans la constellation familiale. En général, on vient tout seul, parce que si on a besoin d'une constellation, c'est qu'au niveau de la famille, c'est complètement bouché et qu'on ne peut rien obtenir. Donc, on ne va certainement pas les inviter. Et donc, la particularité de cet outil, c'est qu'en effet, on peut venir seul, et avec d'autres personnes qui s'intéressent à notre histoire, il y a des informations qui vont pouvoir ressortir. Voilà. D'accord. Alors, donc faut voir. Voilà. Et donc faut voir que c'est un outil qui n'est pas rationnel, en fait. Dans mes séances, il y a du rationnel. Voilà, on a vu, on fait ça, ça, ça. Il y a de l'intuitif. Je peux aussi ressentir des choses. Cette personne me dit ça et me dire bon, en fait, il y a peut-être ça derrière. On va regarder, voilà. Et donc, il faut voir que la constellation familiale, ce qui ressort, certes, on a la carte, le génogramme qui nous aide, mais il y a des choses qui peuvent ressortir et on ne peut pas expliquer d'où ça vient, comme une forme d'intuition, en fait. Voilà. Donc je ne peux pas dialoguer plus sur ça. Donc on avait parlé il y a s'occuper du passé, il y a aussi s'occuper. Au revoir. Mais il y a aussi s'occuper du présent. Donc ça va être identifier ses manques, ses stratégies d'adaptation. Donc on a vu que on a des traumatismes, et on a eu des stratégies d'adaptation pour se tordre différemment, et c'est important de s'en occuper et faire oui, je me suis mis comme ça pour me protéger de ma famille, mais en fait maintenant je suis plus un enfant, rien m'oblige en soi à rester dans cette position, je peux très bien me redresser. Et donc ça va être un travail sur ces traumatismes et ces stratégies de survie. On peut s'occuper aussi de notre besoin d'appartenance et le détacher petit à petit de notre famille, ou du moins le rendre non absolu. Puisque on a vu, le fonctionnement de la société est tel que en fait, le besoin d'appartenance, il est absolu, c'est la famille. Et en général, adulte, on peut se retrouver encore comme ça, mais on peut avoir le choix. Adulte, on est émancipé, on peut avoir le choix, et oui, j'ai des liens avec ma famille, mais j'ai des liens avec ce cercle d'amis, il est important, avec cette association, et tout ça, ça va nous donner des bases qui vont faire qu'on va être moins susceptible d'être emprisonné par les lois familiales. Parce que si je brise ce tabou et que toute ma famille me tourne le dos, je ne suis pas tout seul au monde, il y a encore des groupes qui me rejettent pas parce que j'ai juste voulu vivre ma vie. On peut aussi rassurer la partie de nous qui a encore l'impression d'avoir besoin de sa famille et de l'aval de sa famille pour survivre. Parce qu'on a vu, enfant, c'était le cas. Par contre, adulte, cet enfant, il peut toujours être à l'intérieur de nous et dire non, non, on va pas faire ça parce que papa, maman, ils vont pas être contents, ou ils vont me faire la tête, puis après je vais à nouveau devoir courber le dos ou faire des efforts pour qu'ils veuillent nouveau me parler, tout ça. Et lui dire, oui, t'as peur de faire ces choses-là, mais tu vas pas mourir, c'est terminé. Maintenant, s'ils le font sur toi, ils peuvent aller en prison. Là où, enfants, ils n'allaient pas forcément en prison. Donc il y a vraiment aussi une importance à dialoguer, on parle d'enfant intérieur, et lui dire que c'est terminé, on est émancipé, et rien ne nous oblige à obéir aux lois familiales, personne ne va nous tuer. Il faut voir aussi que c'est pas parce que j'ai plus de contact avec ma famille que cette partie de moi, elle est apaisée. Par exemple, je peux ne plus avoir de contact avec ma famille parce qu'ils m'ont rejeté, j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas et ils ne veulent plus me parler. Et
bah, on peut se retrouver à avoir des comportements autodestructeurs envers nous, de sabotage, par loyauté envers notre famille. Donc que d'un côté, consciemment, on se soit éloigné de notre famille, qu'on soit plus allé dans notre propre vie, mais d'un autre côté, inconscient, qui est, bah ouais, ma famille m'a dit que j'avais pas le droit de vivre en fait si je fais ça, et vu que je le fais, bah j'ai pas le droit d'être heureux, puis je vais essayer de m'arranger pour échouer, mais tout ça à nouveau inconsciemment. Donc il faut voir que consciemment on peut se sentir libéré, mais qu'il y a une petite part de nous très petite qui dit bah non, 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 papa et maman ils ont dit c'est interdit, je le fais, je mérite d'être puni. Ok. Et donc la famille, on a vu que c'était la structure, mais c'est aussi le terreau duquel on vient. Et ce terreau, bah, il nous est transmis avec des qualités, mais aussi des endroits qui sont stériles, interdits, tabous, traumatisés. Et donc, il va vraiment avoir l'importance de connaître son propre terreau, pouvoir éclairer, le soigner, de telle manière à ce qu'on puisse l'enrichir et qu'on puisse vraiment fleurir dans notre vie et qu'on puisse aussi aider les générations d'après à fleurir. Puisque ce qu'on a fait pour nous, on a vu que ce qu'on fait dans notre vie, on le transmet. Et donc, tout ce qu'on libère en nous, ça facilite aussi les générations d'après. Voilà, je vous remercie.